Eh bien, comme vous le savez, dans la nuit du 4 au 5 novembre dernier, 6 Congolais ont trouvé la mort dans les geôles du commandement du territoire des forces de police de Brazzaville. Plus d'un mois après, le gouvernement congolais demeure dans son silence qui commence à inquiéter plus d'un Congolais. Personne n'est interpellé ni inquiété. Ce qui laisse penser qu'il y a eu probablement un crime organisé. Mais par qui et pourquoi? Voilà qui sera au centre de notre entretien aujourd'hui avec Trésor Nzilakende du Centre d'action pour le développement qui a donné d'ailleurs une conférence de presse au 8 décembre 2021. Nous allons revenir sur ce rapport et comprendre qu'y a-t-il de nouveau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être avec nous sur TEDAR TV et bienvenue dans ce numéro Le droit de savoir. Je suis Christian Perrin. Bonjour, Trésor Nzilakende. Bonjour, Monsieur Christian. Vous étiez devant la presse, vous vous êtes prêté aux questions de la presse sur ce dossier, bien entendu, le drame survenu dans la nuit du 4 au 5 novembre dernier. Y a-t-il eu des avancées? Y a-t-il eu du nouveau? Oui, Monsieur Christian, le dossier a évolué. Vous vous souvenez de la polémique qui a été enclenchée après notre interpellation des autorités. Il y a eu une réaction du gouvernement qui a tenté de minimiser l'ampleur de la situation en invoquant des décès accidentels qui seraient liés à la surpopulation carcérale. Et nous avons demandé aux autorités de faire une autopsie parce que l'autopsie était en mesure de nous dire exactement ce qui est à l'origine de ces décès. Alors, le gouvernement n'a pas accédé à cette demande, mais nous avons réuni les moyens qu'il fallait. Et il y a eu des autopsies des corps. Les 4 corps identifiés ont été autopsiés. Et la nouveauté dans ce dossier, c'est que l'autopsie révèle finalement qu'il ne s'agissait pas des morts accidentelles, mais bien entendu des morts provoquées par le comportement des policiers. Donc, ces personnes sont décédées des suites des coups et blessures volontaires. Nous, on parlera de la torture et des mauvais traitements, mais vu que la loi congolaise ne prévoit pas de crime de torture, on parlera des coups et blessures volontaires. Mais si on associe les conventions et les traités ratifiés par la République du Congo, on est bien en droit de parler de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants. Voilà la nouveauté dans ce dossier. Alors, vous avez donc dit, c'est ce que j'ai semblé comprendre au départ, ni le gouvernement ni la police n'a finalement collaboré à votre démarche. Et maintenant que vous avez ces résultats, puisque vous avez dit finalement, les résultats de l'autopsie révèlent que ces personnes ont succombé suite aux coups et blessures. Vous avez même parlé de la torture. Est-ce que vous avez fait part de ces résultats au gouvernement congolais? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Nous avons tenu une conférence de presse avec les journalistes pour partager les conclusions de l'autopsie. Parce que tout le monde était suspendu au résultat de l'autopsie. Il y a eu pas mal d'interprétations et pour fixer l'opinion nationale et internationale, nous avons convoqué la presse hier pour rendre public les conclusions de l'autopsie. Et donc, il n'y a plus débat sur ce qui est à l'origine de ces décès. Mais est-ce qu'à ce jour, la police a-t-elle diligenté une enquête sur ce drame, non? Aucune enquête à notre connaissance. Les autorités congolaises n'auraient enclenché aucune enquête effective. Sinon, les familles des victimes seraient informées et nous également. Mais à entendre le porte-parole du gouvernement, dans sa réaction, il n'a pas fait mention de l'ouverture d'une enquête. Et donc, je peux confirmer aujourd'hui que le gouvernement n'a pas ouvert une enquête à ce sujet. Si enquête il y avait, je ne vois pas
comment on peut déclencher une enquête sans pourtant que les victimes, les parents des victimes ne soient intéressés. Alors, Il n'y a, à notre connaissance, aucune enquête. Cela veut dire que, à la date d'aujourd'hui, personne n'a été interpellé, personne n'est inquiété. À la date d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a aucune enquête qui a été enclenchée, on peut supposer que personne n'est inquiété. Maintenant que nous connaissons les résultats de l'autopsie et que on indexe directement la responsabilité des policiers, nous estimons qu'à partir de cet instant, que le gouvernement ne doit plus attendre. Il faut qu'il y ait une enquête qui soit enclenchée pour qu'on identifie les auteurs et, si possible, les commanditaires. Alors, vous avez dit que vous avez, à ce jour, identifié 4 corps. C'est bien cela. Mais dans le rapport, vous dites que finalement, le mystère sur le nombre de décès s'apaissit à mesure que vos recherches avancent. C'est comme si vous voulez nous dire que finalement, il n'y a pas eu que 6 morts. Il y en a eu plus, c'est cela. Déjà, lorsqu'on suit la réaction officielle du gouvernement, le chiffre de 6 décès, personne ne le conteste. Donc, on peut affirmer que au moins 6 personnes ont trouvé la mort dans la nuit du 4 au 5. Mais à mesure que nos recherches avancent, on se rend compte que le mystère s'alourdit autour du nombre de décès. Parce que il y a des sources qui nous indiquent qu'il y aurait plus de 6 décès. Et d'où l'intérêt d'une commission d'enquête indépendante qui va travailler et qui va s'intéresser sur ce volet et faire la lumière sur le nombre exact des décès. Vous avez suivi il y a quelques jours des révélations faites par le ministre de la Santé qui parle des décès et des corps de 600 corps, oui, voilà. 600 corps, c'est une information extrêmement grave qui tombe sur la place publique. Il faut bien qu'il y ait, c'est l'occasion pour cette commission d'enquête de s'intéresser sur cette information et essayer de faire le lien. Est-ce que on ne trouverait pas d'autres victimes imputables à la force publique en lien avec des événements du 4 au 5 ou, voilà. Mais d'après les informations que nous avons, il y aurait plus de 6 décès. Donc, au jour d'aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire avec certitude combien de morts il y a eu dans la nuit du 4 au 5. D'où la nécessité d'une commission d'enquête indépendante. Donc, nous voudrions voir la volonté du gouvernement à mettre en place cette commission d'enquête. C'est un test. Le Premier ministre qui nous chante la restauration de l'état de droit, qui nous parle de l'autorité de l'État, il est devant une situation qui interpelle sa conscience. C'est l'occasion qui est donnée pour qu'il montre aux Congolais qu'effectivement, il s'est engagé dans la voie de la restauration de l'état de droit. Et cela passe par la mise en place d'une commission d'enquête indépendante et transparente. Alors, donc, vous suspectez que finalement, le nombre de décès soit beaucoup plus élevé que ce qui avait été annoncé. Et au départ, on nous a parlé donc de 6 corps, c'est-à-dire de 6 décès plutôt. Vous avez identifié 4. Comment avez-vous procédé et où sont passés les 2 autres, si on s'en tient à ce chiffre du départ, 6? Vous savez, lorsque la nouvelle, cette information des décès tombe sur la place publique, personne ne sait de quoi il s'agit exactement. Nous avons lancé un appel à témoignage pour demander aux familles concernées, à toute personne qui pouvait avoir une information en lien avec ces événements, de nous contacter. Et voilà comment est-ce que on a commencé à recevoir des coups de fil et à gauche et à droite, et nous nous sommes mis à travailler là-dessus. Donc, nous avons mené des recherches. Nous étions après la publication de l'appel à témoignage, nous avons pu identifier 3 familles et les recherches se sont poursuivies. Plus tard, nous avons identifié une autre famille, donc on est passé de 3 à 4 familles.
Et nos recherches se poursuivent toujours. Mais vu que nous étions déjà nous étions déjà en connaissance de ces 4 victimes, il fallait bien faire l'autopsie pour connaître de quoi sont mortes ces personnes. Et donc, les 2 autres victimes, nous sommes toujours à la recherche des 2 autres victimes. Mais si 4 ont succombé des suites de la violence administrée par les policiers, par analogie, on dira que les 2 autres victimes seraient aussi mortes des suites des violences administrées par la force publique. Donc, voilà le travail que nous avons fait, un travail de recherche, l'identification des témoins, puisque nous avons eu l'occasion de rencontrer les co-détenus. Ça nous a permis de retracer le circuit, le profil et le circuit de chaque famille du moment de l'arrestation et jusqu'à ce que ce drame s'est produit. Nous avons assez d'informations fournies. C'est ce qui nous a mené d'ailleurs à produire un rapport détaillé qui a été présenté hier. Donc, lorsque on s'est intéressé à ce dossier, c'est vrai qu'on avait quelques éléments, etc. Il y a eu une première déclaration avec beaucoup de prudence. Nous avons demandé aux autorités de faire la lumière sur ce qui s'est passé et nous avons continué à travailler. Et aujourd'hui, avec les résultats de l'autopsie, on ne peut plus parler en termes de prudence. Nous ne sommes pas des médecins. Il y a une preuve factuelle qui pointe la responsabilité directe des policiers. Donc, on est en mesure de dire que ces personnes sont mortes du fait de la torture. Aujourd'hui, nous continuons nos recherches pour identifier les 2 autres victimes et peut-être d'ailleurs découvrir d'autres victimes. Parce que à la morgue, on nous a appris qu'il y aurait des corps qui sont là, mais qui n'ont pas encore été identifiés. Parce que pour qu'un corps soit placé dans un casier, il faut bien qu'il soit identifié et ensuite qu'il y ait attribution des numéros. Enfin, on met dans le casier. Donc aujourd'hui, il y a des corps qui n'ont pas encore été immatriculés. Donc nous continuons à travailler sur ça. Ils vous l'ont pas dit au niveau de la morgue, Trésor, au niveau de la morgue, on vous a pas dit qui a transporté ces corps vers la morgue, non? Aussi, les fiches de renseignement au niveau de la morgue sont claires. Cette opération a été conduite par le lieutenant Roger Mabiala en service au niveau de l'unité de la BAC, donc la brigade anticriminalité, qui est logée dans l'enceinte du commandement territorial des forces de police de Brazzaville. Et donc, ce lieutenant Roger Mabiala, je pense que c'était un élément clé dans ce dossier qui doit clarifier la situation au niveau des autorités. Mais je pense que pour qu'il y ait une manifestation de la vérité, puisqu'on connaît nos autorités, souvent elles communiquent dans le mensonge. Nous avons vu avec le drame de Chakona, n'eût été notre intervention, n'eût été notre efficacité dans la gestion de ce dossier, on n'aurait pas su la vérité. Et donc, connaissant leur mode opératoire, il est nécessaire qu'il y ait une commission d'enquête indépendante. Alors, vous avez dit, lorsque vous arrivez à la morgue, les témoignages, on vous a raconté que les corps ont été transportés par un certain, le temps que vous avez cité d'ailleurs le nom, et il y a des corps qui ne sont pas encore identifiés. On pouvait les estimer à combien? Il y en a plein, beaucoup, comme vous l'avez dit là. Tous ces corps-là ont été transportés là-bas par ce lieutenant, c'est cela? En tout cas, tous les corps qui ont été déposés le matin du 5 novembre en provenance du commandement
du commandement territorial des forces de police de Brazzaville. L'opération a été conduite par le lieutenant Roger Mabiala. C'est ce qui est indiqué sur les fiches de renseignement de la mort. Maintenant, combien de corps il y a au niveau de la mort qui n'ont pas encore été identifiés, ça, je ne suis pas en mesure d'apporter une information là-dessus. Alors vous, pour identifier les 4 victimes dont vous faites état tout à l'heure là, sur les 6 qui avaient été annoncés au départ, vous avez été obligé de vous multiplier, j'allais dire ça comme ça. Et pourquoi avoir procédé de cette façon, c'est-à-dire faire encore des recherches, alors que vous seriez parti ou vous rapprochez directement de la police, qui normalement doit détenir les manifestes, savoir que tel sujet avait été arrêté tel jour et avait été gardé ou détenu chez nous, il est sorti tel jour, sinon qu'il a, par exemple, succombé tel jour dans nos géoles. Pourquoi vous n'avez pas collaboré, ou je ne sais pas si c'est vous qui n'avez pas collaboré avec la police ou c'est la police qui n'a pas voulu collaborer avec vous? Vous savez que les manifestes de la police, la main courante ou encore le registre des personnes sous le régime de la garde à vue ou de la détention au niveau des postes de police ne sont accessibles que dans le cadre d'une procédure d'enquête. Donc, un simple individu n'aura pas la possibilité de consulter ces documents. Mais d'après quelques informations que nous avons, il y a des individus, donc des victimes, dont les noms ne figuraient pas, par exemple, dans ce registre. Mais c'est pas nouveau. Nous avons fait une démarche du côté des autorités. Lorsque nous avons appris cette information, on a commencé à travailler. On a reçu une masse d'informations inquiétantes. Nous avons écrit officiellement au commandant territorial des forces de police de Brazzaville pour un entretien à ce sujet. Nous n'avons pas reçu une réponse favorable, c'est le silence. Et plus tard, je me suis rendu au commandement territorial avec des collègues pour chercher à rencontrer le commandant territorial des forces de police de Brazzaville. Il était en déplacement et son adjoint n'a pas été accessible. Donc, il y a eu une démarche de notre côté pour rencontrer les autorités, partager cette information et voir ce qui pouvait être fait. Parce que dans notre démarche, c'était comment contribuer à la manifestation de la vérité. On a voulu bien collaborer, mais on n'a pas senti la collaboration du côté des autorités. Alors, à ce jour, quelle est donc la situation au niveau des familles? Je voulais parler un peu de la prise en charge des obsèques de ces victimes. Est-ce que l'État a quand même fait un geste ou non? La réaction du gouvernement est troublante. Déjà, quand le porte-parole du gouvernement prend la parole pour la première fois, il ne fait aucune annonce en ce qui concerne à l'endroit des familles. Donc, pendant que nous parlons, il n'y a eu aucune démarche, aucune mesure sociale d'accompagnement. Et parmi les recommandations que nous avons formulées à l'endroit du gouvernement, c'est la prise en charge des obsèques. Mais je vous informe déjà qu'il y a des familles qui, avec leurs propres moyens, ont procédé aux enterrements, mais d'autres attendent que le gouvernement puisse prendre en charge ce volet. Donc, voilà la situation actuelle en ce qui concerne la dimension sociale. Il ne s'est rien passé du côté des autorités, c'est le silence absolu. C'était un abandon total. Alors, qu'est-ce que cela donne au niveau de la communauté internationale? Je sais que lorsqu'il y a des morts dans ces circonstances ailleurs, c'est la presse qui en parle et partout c'est la communauté internationale qui monte au créneau. Mais quand ça se passe au Congo, tel que là par exemple, si vous n'en parlez pas, les quelques médias n'en parlent pas, on n'entend pas l'écho dans les médias à l'étranger. Que se passe-t-il exactement? Il y a comme un blackout médiatique. Il y a 39 jours, nous avons demandé à la communauté internationale, notamment les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, de prendre position sur ce dossier et d'accompagner la mise en place d'une commission d'enquête indépendante.
C'est le blackout jusqu'aujourd'hui, c'est le désert de réaction officielle. Et il y a une culture d'accoutumance à l'horreur. Et si bien que le titre de notre rapport, c'est que épingle ces institutions internationales qui ferment les yeux sur les atrocités en République du Congo. Nous avons le sentiment, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, ces institutions s'impliquent très peu. Et on se demande pourquoi. Alors que l'Union européenne fait la promotion des valeurs des droits de l'homme, de démocratie, c'est même le dada des Nations Unies, mais face à ces genres de situations extrêmement graves, face à des violations aussi graves des droits humains, c'est le silence total de la communauté internationale. La délégation de l'Union européenne qui est à Brazza ne réagit pas, les États-Unis ne réagissent pas, la France, Nations Unies, etc. C'est le silence total et nous voudrons leur interpeller leur conscience. On ne peut pas prêcher les droits de l'homme ailleurs et ne pas le faire ici au Congo. Donc il y aurait une politique de 2 poids 2 mesures, un discours à géométrie variable. Si nous étions en RDC, par exemple, on aurait, jusqu'à aujourd'hui, les réactions se multiplieraient. Mais ici, au Congo-Brazzaville, c'est le silence total. Après qu'on ait même rendu public les conclusions de l'autopsie, c'est incompréhensible. Et ce silence-là risque de rendre complice la communauté internationale des violations des droits humains qui sont perpétrées au Congo-Brazzaville. Figurez-vous que la République du Congo est en train d'accumuler des faits qui aujourd'hui et demain peuvent être constitutifs des crimes contre l'humanité. Lorsqu'on torture, on tue, on exécute sommairement, voilà, on viole, on fait ceci, c'est dans une impunité totale. Ce sont des faits qui sont extrêmement graves. Il faut craindre que le gouvernement congolais un jour soit interpellé pour commission des crimes contre l'humanité. Alors, jusqu'où peut aller le Centre d'action pour le développement dans cette affaire, si jamais le gouvernement congolais restait dans sa posture? En tout cas, ce dossier nous colle à la peau, nous irons jusqu'au bout. Nous allons saisir très bientôt la justice congolaise pour le mettre face à ses responsabilités. Et si rien n'est fait, nous utiliserons des voies de recours au-delà de la compétence nationale. Donc, nous sommes en train de travailler méthodiquement. Il faut privilégier une solution locale, que la justice locale s'intéresse à ce dossier et travaille. Parce que ce sont des citoyens congolais qui ont été tués. Donc, on peut compter sur la justice congolaise. Mais si la justice congolaise ne montre aucune volonté de rendre justice, mais nous utiliserons la justice internationale, nous utiliserons d'autres mécanismes pour contraindre les responsables de rendre des comptes. Alors, ce sera donc la dernière question. Quelle interprétation faites-vous de la phrase que voici? Je préfère donc la citer. C'est une phrase prononcée par un policier à l'endroit d'un parent d'une des victimes qui disait à cette dame ou à cette maman, je ne sais pas si c'était une maman ou une jeune fille, sois forte, ce sont des choses qui arrivent. Que peut vouloir dire cette phrase pour vous? C'est une forme de banalisation du crime ou un aveu, par exemple, d'un État comme ce qu'est devenu le Congo désormais. Il faut vivre ça comme ça, il faut vivre dans cette ambiance. C'est à la fois la banalisation du crime et à la fois un aveu de culpabilité. Lorsqu'une personne décède dans un établissement public, que la faute soit directe ou indirecte, la responsabilité de l'État est directement engagée. Ces policiers ne devraient pas tenir ce genre de discours. Sois forte, ce sont des choses qui arrivent. Cette phrase a été prononcée pas à une famille, mais à plusieurs familles. Donc, c'est une façon de dire que oui, pas une famille. Vous lisez le rapport,
Je crois que la phrase a été prononcée à 2 ou 3 familles, quelque chose comme ça. Ça traduit la banalisation de ce qui venait d'être enregistré comme fait, mais aussi un aveu de culpabilité pour dire que nous, on est bien conscient que ça se passe chez nous, on est responsable, mais comprenez que ce sont des choses qui arrivent et donc soyez forts, soyez fortes. On ne pouvait pas entendre ce genre de discours pour des agents responsables. C'est une phrase qui dit beaucoup de choses, quoi. Nous lisons dans cette phrase le culte de l'impunité. C'est des choses qui arrivent. Vous n'êtes pas les premières victimes. Il y en a eu d'autres avant vous et peut-être qu'après vous, il y en aura encore, puisque c'est ce que nous assistons dans notre pays. Donc, c'est pas la dernière tragédie humaine que nous allons connaître. Donc, soyez forts, soyez fortes. On peut interpréter cela aussi comme, en fait, une information lâchée auprès de ces familles pour dire que ce n'est pas fini, ce n'est que le début et que ça va continuer puisqu'il faut être fort et que ces choses arrivent. La phrase est tellement cruelle et en même temps vague qu'il appartient à chacun d'interpréter, de donner un contenu à ça. Ce qui est vrai, c'est une phrase que les familles des victimes ne devaient pas entendre. Mais sortir cette phrase, pas une fois, mais plus d'une fois, ça traduit, comme je disais, la banalité de ce qui venait d'être arrivé, mais aussi un aveu de culpabilité. Oui, nous avons commis, et après, ça va passer, quoi. Mais vous qui êtes directement concernés, soyez simplement forts. Il y a une cruauté qu'on peut noter dans cette phrase. D'accord. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Probablement que vous avez quelques recommandations à faire, bien entendu, puisque vous êtes en train de gérer quand même un dossier tout à fait sensible. Au regard de tout ce que vous êtes en train d'observer, le comportement du gouvernement congolais au niveau de la police, quelles sont les suggestions que vous avez à faire, par exemple? Il ne s'agit pas d'un premier drame humain dans notre pays. Depuis 2015, les violences policières et les décès en détention se multiplient en toute impunité. Et nous pensons qu'il est de la responsabilité du gouvernement congolais d'adopter une politique de lutte contre l'impunité. Tolérance zéro face à des violations graves des droits humains. Nous avons formulé plusieurs recommandations. D'abord, nous avons demandé au gouvernement congolais de présenter des excuses auprès des familles, parce que la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement, pour nous, est une insulte. On ne peut pas, face à ce genre de situation, tenir un discours méprisant. Nous demandons également au gouvernement de prendre des mesures sociales d'accompagnement. Vous savez que ces personnes qui sont décédées étaient des pères de famille. Il y a un qui a laissé 4 enfants, 2 ont laissé un enfant chacun, et l'avenir de ces enfants peut être compromis. Parce que la disparition brutale de ces personnes peut avoir des conséquences désastreuses sur l'avenir des enfants. Donc, il faut que le gouvernement adopte des mesures sociales d'accompagnement. Nous demandons également au gouvernement congolais de prendre des mesures administratives fortes à l'endroit des responsables de la police. À mesure que les choses avancent, l'image de la police congolaise est en train d'être ternie. Et il faut bien qu'il y ait des sanctions. Nous demandons au gouvernement congolais de prendre des mesures pour humaniser les conditions de détention dans notre pays. C'est une situation extrêmement grave. Nous demandons au gouvernement congolais d'installer dans tous les commissariats centraux et brigades de gendarmerie des 2 principales villes un système de vidéosurveillance dans les geôles. Cela a le mérite de décourager les agents qui seraient tentés à user de la violence contre les détenus.
Et ça permettra aussi de retracer facilement des faits lorsqu'il y a des drames similaires. Depuis qu'il y a eu ces révélations, le Parlement congolais est silencieux. Nous nous sommes adressés aux parlementaires congolais en leur demandant l'ouverture d'une enquête parlementaire, mais aussi un audit de la police. L'identification des failles va nourrir des projets de loi pour prendre des mesures légales pour améliorer la situation. Nous avons formulé plusieurs recommandations, le désengorgement des prisons, toutes les personnes qui sont détenues arbitrairement de façon extrajudiciaire, ces personnes doivent être libérées, mais il faut qu'on pense aussi à des peines alternatives pour ceux qui sont jugés, condamnés pour des faits aussi faibles. Donc, voilà toute une série de recommandations, mais sans oublier une recommandation qui est capitale, une inspection indépendante des prisons et des lieux de privation de liberté. Cette inspection va aider le gouvernement dans les décisions à prendre. Le travail de cette inspection indépendante sera considéré comme un outil d'aide à la décision pour qu'on améliore la situation dans le pays. Mais dans l'immédiat, ce sont des excuses à présenter aux familles, des mesures sociales qu'il faut décréter. Il faut prendre en charge les frais des obsèques. Après avoir tué gratuitement, on ne va pas faire surcharger les dépenses à ces familles. Il faut que l'État enterre ces personnes. Dans l'immédiat, il faut qu'il y ait aussi des sanctions administratives fortes à l'endroit des responsables de la police. En tout cas, merci beaucoup, Trésor Nzila Kende. Je rappelle que vous êtes du Centre d'action pour le développement. Vous répondez là à nos questions concernant, bien entendu, le drame survenu dans la nuit du 4 au 5 novembre dernier où 6 Congolais ont trouvé la mort dans les geôles du commandement territoire des forces de police de Brazzaville. À vous, chers téléspectateurs aussi, merci de nous avoir encore suivis, mais n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de vous abonner. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque jour, je ne cesserai de vous le répéter, chaque jour est une vie. Merci.